Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Et là, j'insiste bien sur le mot poésie parce que nous sommes heureux à Radio Fadjet dans Zeugma d'accueillir un poète qui a écrit énormément de poèmes depuis l'âge de 16 ans, qui a aussi une maison d'édition, qui a fondé aussi une revue, enfin, il a plusieurs casquettes dans la poésie. Et je suis très très heureuse d'accueillir Patrice Maltaverne. Bonjour Patrice. Bonjour Marie. Je suis très très heureuse de vous accueillir parce que, désolée, j'ai l'habitude moi de tutoyer mes invités parce que je les connais bien. Et c'est vrai que Patrice, moi c'est la première fois que je vous vois et que je vous rencontre et je suis vraiment très très heureuse. Et donc nous on a l'habitude, c'est vrai, d'avoir des rappeurs, des rappeuses, des slameurs et des slameuses nancéens. Donc là on a un poète qui écrit des recueils et qui nous vient de Metz en plus, enfin nancéen au départ si j'ai bien compris. Et puis là vous habitez à Metz, vous avez votre maison d'édition à Metz. Et donc je suis vraiment ravie. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots Patrice. Bien voilà, je m'appelle Patrice Maltaverne. Le mieux c'est peut-être que je résume un petit peu mon parcours. Tout à fait. J'ai commencé, bon déjà, c'est ce que je dis souvent, je détestais la poésie. Oui. Et jamais j'aurais cru que j'irais dans ce domaine littéraire. Par contre, c'est vrai que chez mes parents, il y avait beaucoup de livres. Oui. Mon père est un grand lecteur. Et donc, il y avait énormément de livres, dont des livres de poésie, mais il y avait surtout des romans. D'accord, très donc, bien. C'est comme ça que je me suis intéressé... mais au début avec difficulté, parce que j'avais pas tellement envie de lire. Et puis petit à petit, je me suis mis à lire pas mal de livres. Et donc les livres, j'avais un contact physique avec. Des fois plus que d'ailleurs les lire. J'étais en admiration quand je voyais les œuvres complètes de Victor Hugo. Bon. Voilà, c'est un premier contact. Et puis petit à petit, j'ai été pioché dans la bibliothèque familiale. Et puis j'ai trouvé des livres de toutes sortes. Et notamment, à un moment, la poésie, donc je disais, je détestais ça, parce que quand on était à l'école, il fallait... apprendre des récitations par cœur, passer devant toute la classe. Des récitations, c'était Jean de La Fontaine. Alors les fables de La Fontaine, je pense qu'il faut y revenir, mais une fois qu'on a déjà pas mal vécu, et là on apprenait ça en début de vie, quoi. C'est vrai. Et donc on trouvait ça vieux, ancien, démodé, on voyait pas le rapport, quoi. On prenait les choses au premier degré. Oui, et puis en plus de ça, c'était du parcourisme. Au final, c'était pas... Je trouve que, en tout cas, c'était peut-être pas le meilleur aspect d'apprentissage de la poésie. Enfin, et en plus, c'était très tôt dans la vie, en effet, donc ça pouvait être particulier. Pour moi, c'était effectivement pas très intéressant. Mais par contre, c'est vrai que j'aimais le français de manière générale. J'aimais bien apprendre, voilà. Donc, mais j'aimais pas du tout la poésie. Et puis un jour, quand j'ai eu autour des 16 ans, j'ai dit, il faut quand même que j'essaye de lire des livres un peu plus compliqués. Oui. Et puis j'ai trouvé Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ah. Alors, j'ai commencé par lire Les Fleurs du Mal. Alors là, on va dire que ça a été une découverte relative de la poésie, parce que c'était... disons que c'est la première fois que je disais oui, la poésie c'est quelque chose de sérieux, quoi. Enfin, c'est ça. Mais j'étais plutôt dans la position d'un admirateur, quoi, qui disait oui, c'est très bien, mais c'est quand même difficile. Voilà, je vois maintenant que ça peut être beau, mais bon, je reste un petit peu sur le pas de la porte, parce que c'est classique toujours quand même dans la forme, dans l'écriture. Oui, c'est sûr. Et puis, mais malgré tout, il y avait un début d'étincelle, on va dire. Et puis deux mois après, c'est là que j'ai lu j'ai voulu lire les œuvres de Rimbaud. Et donc c'est à ce moment-là, alors oui, Rimbaud, en plus c'est très très intéressant, vous allez en parler tout à l'heure, parce que c'est un poète, j'ai l'impression qu'il vous a vraiment beaucoup inspiré. C'est vraiment à ce moment-là, pour le coup, parce que vous dites que c'est à l'âge de 16 ans que vous avez vraiment vous redécouvert, on va dire, la poésie. C'est à ce moment-là que vous avez eu ce besoin d'écrire, ou un peu plus tard? En fait, j'ai dû écrire à peu près en même temps mes premiers textes, en même temps que je lisais Rimbaud ou même Baudelaire, mais ça, dans quelques mois après, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand j'ai lu Rimbaud, alors bon, ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est d'une saison en enfer. Voilà. Après, j'ai lu Les Illuminations, mais la première œuvre qui m'a parlé le plus, c'est Une saison en enfer. C'est-à-dire que, à tel point que je me rappelle ne pas avoir bien dormi pendant 2-3 nuits, quoi, parce que j'étais admiratif. Et j'avais l'impression que je rentrais dans un monde qui pouvait remplacer la réalité même. Et puis bon, je pense que c'est évident que si ce texte-là m'a plu, c'est parce que je voyais un adolescent
était juste un peu plus âgé que moi, Mhm. qui se posait des questions sur ses choix de vie, qu'est-ce qu'il allait devenir. Et donc là, c'est fondamental pour la poésie. La poésie, c'est pas uniquement quelque chose de formel, c'est une manière de, comment dire, une manière de progresser dans sa connaissance de soi-même, en fait. Mhm. Et évidemment, j'avais l'impression, ça faisait plus d'un siècle que ça avait été écrit déjà à l'époque. Bah, j'avais l'impression que c'était comme si j'avais l'auteur qui était dans la même pièce que moi, quoi, à peu de choses près. Ouais. Donc évidemment, cette sensation de réalité, de présence, m'a comblé, moi. Moi qui, à ce moment-là, en plus, était plutôt solitaire, était un petit peu en quête, en attente de quelque chose, quoi, de quelque chose qui changerait un petit peu ma vie, en fait. Et là, ça a été, oui, une vraie révélation, quoi. Mais bon, ce n'est pas original. Il y a plein d'auteurs qui ont découvert la poésie à travers Rimbaud, je pense. En même temps, je veux dire, ce n'est pas original, mais on vous comprend en tout cas avec Rimbaud. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, dès 1990, de confronter vos textes aux revues? Parce que votre première plaquette s'intitule Comme une lampe qui s'éteint. Oui. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'écrire des revues? Après, bon, en fait, il y a vraiment quelques mois après, je me suis mis à écrire régulièrement de la poésie. Et c'est devenu un vrai besoin, mais un besoin quotidien. Alors là, j'ai écrit. J'ai écrit des choses dont je suis parfois assez fier par rapport à l'âge que j'avais à l'époque. Mais d'autres choses, après... en fait, c'est là que j'ai commencé. Je suis devenu étudiant. Et là, je me suis mis à écrire, mais alors vraiment tout et n'importe quoi. Vraiment. Et quand je relis mes textes de cette époque-là, j'ai dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu écrire là? Je suis, bon, quelquefois un peu... oui, je suis très déçu de ce que j'ai écrit à l'époque. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Et puis en même temps, moi, je trouve... j'ai écrit beaucoup moins de poèmes que vous, mais quand je relis mes poèmes, on va dire d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis toujours heureuse. Moi, enfin, je me dis, bon, oui, j'ai progressé. Et puis même le fait de se rencontrer de nouveau, ça vous fait pas ça, vous, quand vous relisez vos poèmes d'avant, vous vous dites, ah oui, j'étais comme ça, ah oui, intéressant. En fait, il y a un phénomène assez particulier qui s'est passé. Au début, j'ai vraiment écrit par nécessité vitale. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte. Je veux pas, c'est évidemment, la comparaison, c'est pas une comparaison, mais c'est presque une des marques d'une saison en enfer. J'ai écrit un poème, c'est presque une des marques du bateau ivre. Voilà. Oui. Les premiers mois d'écriture ont été littéralement magiques. C'est-à-dire que pour moi, je défrichais un nouveau monde, mais un monde intérieur, mais c'est comme si je découvrais un continent. D'accord. Et quand je relis ces premiers textes-là, je suis toujours très content parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une étincelle, quoi. Qu'il y a quelque chose, il y a un élan vital. Et après, je pense que j'ai compris que ça m'intéressait tellement l'écriture qu'il fallait que je continue d'écrire. Et là, je me suis mis à écrire par entraînement. Et c'est là que c'est ces textes d'une période intermédiaire, là, où j'ai été relativement déçu, parce que là, visiblement, j'écrivais, je sentais qu'il fallait que j'écrive beaucoup si je voulais, réussir quelque chose à tous les coups. Voilà. Et voilà. Alors après, pour la découverte, c'est encouragé par ses premiers débuts d'écriture. J'ai montré mes premiers textes à mon père. Ah oui. Bon, c'était pas une démarche facile parce que la poésie, ça creuse profond. Et en fait, évidemment, j'étais un petit peu en révolte contre tout le monde, contre tout. D'accord. Y compris peut-être contre mes parents. D'accord. Donc, mais je lui ai quand même montré mes 2 premiers textes et il a trouvé que c'était intéressant. Vraiment, il m'a dit, ah oui, c'est vraiment très bien. Donc, comme c'est un lecteur vraiment... Oui, finalement, c'était peut-être le lecteur le plus difficile. C'est souvent soit on dit les proches, c'est les plus faciles, ou soit c'est les plus difficiles. Voilà. Un peu, ouais. Alors, comme j'ai été un petit peu quand même encouragé, et bon, il n'avait pas forcément l'encouragement facile, donc je me suis dit, je veux continuer, je veux écouter, je veux aller voir mon prof de français de l'époque au lycée. Ah. Mais très timidement, hein. En fin de cours, j'ai attendu que le cours soit fini, que tout le monde soit sorti. J'ai dit voilà, il s'appelle Pierre Bastide et je suis resté en contact avec lui. Et je l'ai même édité d'ailleurs plus tard. Et je lui ai présenté mes premiers textes et je me rappelle tout timidement, je lui ai dit est-ce que vous pensez que c'est original? Ah, il dit pour être original, question de ça, il n'y a pas de problème.
Alors du coup, voilà, j'ai continué là. Ok. Ah, très Ouais. bien. Ouais, ça fait toujours plaisir, ça, de revoir ses anciens profs et pouvoir partager avec eux. Et en plus de ça, de pouvoir les éditer. Alors voilà, pour la Mm. revue, je finis. En fait, après, c'est un déroulement naturel. Petit à petit, je crois que c'est Pierre Bastide, mon prof, qui m'a dit tu devrais contacter des revues. Mhm. Il m'a donné un annuaire, il m'a prêté un annuaire, et puis j'ai envoyé des textes à quelques revues un petit peu au pif, quoi. Mhm. Et puis c'est là que j'ai été publié pour la première fois en 90, quoi. D'accord, ok. Et donc, pour donc la première plaquette qui s'appelle Comme une lampe qui s'éteint, donc avec le recul, selon vous, que disait déjà ce titre dans votre rapport à l'écriture ou votre conception de la poésie, comme vous m'aviez dit au téléphone, et je trouvais ça intéressant. Alors le texte là, il y a quand même à peu près 10 ans qui sont passés. Mhm. J'ai continué d'écrire, j'ai continué de publier en revue, bon. Et puis à un moment, je crois que c'était une revue, et il y avait une invitation à écrire sur l'an 2000. D'accord. Et puis du coup, ça m'a intéressé, et je la voyais comme des fois on pouvait la voir de manière symbolique, comme la fin du monde, quoi. Oui, Voilà. oui. Et pour le coup, ce premier recueil, en fait, qu'est-ce qui le caractérise? C'est un texte, on va dire, quand même beaucoup surréaliste. Mhm. Alors, avec D'accord. des quantités d'images visuelles. Alors, Intéressant. voilà, j'en suis assez content, mais c'est vrai que depuis, mon écriture a évolué, quoi. Mhm. Et donc, plus de 600 poèmes publiés, c'est bien ça? En revue, ouais. Ouais, une quinzaine de recueils aussi. Comment votre écriture a évolué en presque 40 ans? Parce que ça fait quand même plusieurs années que vous écrivez. Comment, en fait, elle a évolué, cette écriture? Déjà, bon, il y a des périodes sans, hein, c'est comme dans tout ce qu'on fait, hein, je pense. Mais je crois, petit à petit, en fait, ce qu'il faut, enfin, je pense, moi, c'est ce que je pense en tout cas, je pense que c'est un constat qui peut être partagé par d'autres personnes. Contrairement à ce qu'on peut croire, plus on écrit, parfois plus c'est difficile d'écrire, parce que on gagne en expérience dans l'écriture. Mais par contre, l'inspiration s'étiole. Oui, on perd peut-être en spontanéité. Voilà, en spontanéité, tout à fait. On vieillit, on a des contraintes, on a de la fatigue, et il devient de plus en plus difficile. Bien écrire, ça on peut, mais on n'a pas la flamme, on la perd, quoi. Donc, partant de là, voilà, je peux pas reconnaître le contraire, mais je continue quand même d'écrire, beaucoup moins qu'avant. Après. La caractéristique, je dirais, c'est que je suis allé d'une écriture où il y avait beaucoup d'images visuelles, parfois trop, vers une écriture, mais naturellement plus sobre, quoi. Oui, ouais. Parce que je pense que c'est une évolution avec l'âge. On se dit, c'est une question d'expérience. On se dit, oui, quand on est jeune, je pense, on veut toujours montrer qu'on est bon. Oui, c'est ça. Et alors on fait des multiplie figures les de effets. Style, etc. Ouais. Et on dit, c'est super, j'ai encore une idée. Alors quand on vieillit, on a moins d'idées, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, on se dit, c'est pas la peine d'écrire ça. Faut être dans la simplicité un peu plus. Voilà, allons-y comme ça, ça suffira. De toute manière, les gens soit ne comprendront pas, soit ne verront pas ce que tu veux dire. Va au plus simple, va au plus direct. Voilà. Et vous, à lire, vous préférez quoi, justement, les écritures un peu plus sobres ou justement qui sont un peu plus directes, ou justement les écritures imagées J'aime toujours les écritures imagées. Ouais, d'accord. J'aime toujours ça. Comme vous avez quand même une maison d'édition, ça peut peut-être intéresser certaines auditrices ou certains auditeurs d'ailleurs, on en parlera, mais elle s'appelle Citron Gare. Et donc voilà, comment vous faites justement, normalement c'était une question qui vient un peu plus tard, mais ça m'intéresse, comment vous faites pour justement choisir vos auteurs c'est justement, vous cherchez ces écritures-là un peu imagées, ou non, ou ils sont tous très différents dans leur plume et c'est ça qui est bien? Pas forcément. En fait, déjà, comment je fais pour choisir les auteurs du Citron Gare? En fait, ça nécessite quelque part que je complète mon parcours, parce que les auteurs que je publie au Citron Gare, jusqu'à présent, ont toujours été des auteurs que j'ai publiés dans le fanzine poétique que j'ai arrêté de publier l'année dernière. Tout à fait, qui s'appelle Fraction Brabant. Oui. Et donc déjà, ce sont des auteurs que j'ai appris à connaître à travers le fanzine poétique. Alors bon, là, il n'existe plus le fanzine. Il est possible que mes critères de choix évoluent maintenant à présent, quoi. D'accord. Alors après, c'est difficile de définir. Je publie des gens dont le style est fort différent du mien. D'accord. Mais
Je pense que j'avantage... pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose à dire, quoi. C'est difficile à définir, mais oui. Si la personne elle a un petit peu la niaque dans son écriture, quoi, il faut qu'il y ait un petit message, quoi. Il faut qu'il y ait des messages. Je ne sais pas comment vous dire, cette lame de fond, quoi, qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose de... il y a quelque chose en plus, quoi, finalement. Il y a quelque chose en plus. Ou qui se démarque un petit peu, parce que finalement... alors bien écrire, je dis pas que c'est facile, parce que, loin de là, mais en tout cas, on va dire que la forme... Si on l'étudie bien, on en parlait un peu au téléphone de la capacité d'analyse ou de synthèse, etc. On en parlera peut-être plus tard parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez. Mais c'est vrai que la forme, ça peut s'apprendre. Le fond, en revanche, ce qu'on a raconté, ça vient des tripes. Voilà. Je pense que certains auteurs n'accèdent jamais aux tripes, quoi. On va dire. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est... Oui. Ça se sent tout de suite. Quand on a l'habitude de lire de la poésie, on le sent tout de suite. Et vous sentez par exemple des gens qui ont peut-être des choses à raconter, justement, qui ont leur trip, mais ils ont des écritures un peu bancales, etc. Ça arrive aussi. Ça peut se retravailler selon vous Pour moi, c'est moins grave. C'est moins grave que l'inverse. Oui, c'est sûr. Parce que... Bon, après, c'est vrai que c'est assez rare, hein, parce qu'en général, malheureusement... Quand on n'a pas le style, on n'a pas non plus forcément les tripes. Hein, c'est sûr. Mais bon, pour donner un titre d'exemple, hein, j'ai publié aussi à peu près 600 auteurs dans Traction Brabant en 20 ans. Et j'en ai édité une vingtaine. Donc vous voyez, 20 sur 600, ça fait pas beaucoup. Hein. Ah oui, d'accord. Donc il y a une belle sélection. C'est vraiment, au niveau des éditions, c'est vrai que je suis assez, on va dire peut-être sévère, j'aime pas ce terme-là, mais bon, oui, ça revient à ça. Je suis quand même assez regardant. Par contre, dans la revue, je publiais pas n'importe quoi, c'est pas ça. Mais j'essayais toujours de sélectionner, parmi l'ensemble des textes qui m'étaient envoyés, le meilleur texte de l'ensemble. Oui. Donc, pour moi, une revue, c'est comme un peu comme une classe d'école. Un peu. Oui. C'est une anthologie. Il faut encourager les gens à écrire. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, cette revue, elle sortait comment en fait elle sortait très certainement sur papier. Comment ça se passait? Comment elle était distribuée cette revue? Alors là, c'était vraiment très artisanal. Le premier numéro était à 50 exemplaires. Je l'ai fait ici à Nancy. Ok. Je me rappelle, j'allais à Reprographie près de la gare. L'émotion. Voilà, il y a plus de 20 ans maintenant. Ça doit être super ça, sa première revue et tout. C'est vrai, parce que en fait, c'était fait de manière... au début, j'appelais ça un poésine bordélique. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure des numéros comment le fabriquer. Alors au début, il y a eu des petits accidents de cadrage, parce qu'en fait, c'est simple, hein, je prenais un document Word. Au début, je faisais des copies, d'ailleurs. Oui, je collais les illustrations carrément avec de la colle scotch sur la maquette papier où il n'y avait que les textes. Et puis, j'allais faire des impressions. Et puis, après, j'ai scanné les images. Mais les images, je les mettais au dernier moment dans la page, n'importe comment. Et j'assemblais sur le document Word. Et après, j'imprimais une maquette. Mais à partir du document Word, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué et artisanal. Mais il n'y a que moi qui pouvais savoir exactement comment faire. C'est ça, oui, parce que c'était votre revue. Et voilà. Et, mais ça, c'est super chouette. Et vous mettiez combien de poèmes à chaque fois? Enfin, il y avait vraiment quelque chose de bien cadré, ou parfois vous vous disiez, allez, c'est pas grave, on peut en rajouter 2. C'était le nombre de pages qui me déterminait. Il y avait, la plupart des numéros ont 56 pages. D'accord. Donc, à partir de là, quand j'avais un auteur qui m'envoyait des textes qui étaient vraiment, pour moi, super, quoi. Et j'en publiais 3-4. Quand c'était quelque chose qui me plaisait moins, mais que je trouvais objectivement intéressant, je publiais qu'un seul texte. D'accord, ouais, donc il y avait quand même pas mal de pages. 20 à 30 auteurs à peu près, je dirais, une vingtaine. Très bien. Non, parce que ça me donne des idées. Moi, je me dis pourquoi pas un jour sortir ma revue, mais plus tard, mais... Je n'irai pas peut-être jusqu'à 56 pages au début. Les choses ont beaucoup évolué avec Internet, les revues de poésie aujourd'hui. Vrai. Mais peut-être à distribuer dans les boîtes aux lettres, ça peut être justement, parce que justement comme les choses ont beaucoup évolué, les gens aiment bien aussi revenir un peu aux sources. J'ai remarqué maintenant, il y a des gens qui se mettent au tricot, j'en ai parlé la dernière fois, comme moi. Mais le vintage revient quand même un peu à la mode, quoi. Ah bah là, Traction Brabant était très vintage. Bon, c'est super. Et donc oui, on en a parlé un petit peu, mais mais on peut peut-être poser la question. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on parlait justement que les choses avaient un petit peu changé. Aussi la société. Alors je dis pas que, chaque
chaque époque a son lot de désagréments, on va dire, mais bon, on va dire que la société est un peu au plus mal, on va dire, aujourd'hui, on va dire, enfin un peu anxiogène. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer d'écrire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a aussi une sorte d'engagement dans votre écriture par rapport à tout ça ? Ah oui, mais ça c'est depuis le début en fait. Depuis le début, c'est pas un engagement politique, c'est pas un engagement... Oui. Enfin bon, il y a des textes peut-être qui l'ont été un petit... Enfin pas politiques, mais je veux dire... Oui, je comprends, tout à fait. Comment dire, qui témoignent d'une révolte, on va dire sociale, mais bon, vraiment de manière très, très allégée. Mais c'est surtout une révolte vitale. Oui. Alors, c'est tout bête, hein. Quand j'ai commencé d'écrire, j'étais révolté contre la famille. Hein. Oui. J'étais révolté... contre l'école, parfois, contre les études. Maintenant que je travaille, ça m'arrive d'être révolté contre le travail. Donc, l'écriture, c'est tout simplement l'écriture et la lecture, parce que c'est très important, la lecture aussi. Pour moi, aujourd'hui, c'est tout simplement une méthode, une manière de se ressourcer et de sortir des choses qu'on ne peut pas faire par ailleurs. C'est un domaine de liberté. C'est sûr. Et justement, l'aspect, moi ça m'intéresse aussi l'aspect éphémère de ces revues-là. Donc on parlait de Traction Brabant. L'aspect éphémère de ces revues, ça représente quoi l'éphémère pour vous ? Est-ce que c'est important que ce soit éphémère, enfin que l'écriture soit éphémère ou... l'écriture n'est jamais éphémère, mais je veux dire l'aspect éphémère de ces revues. Déjà, Traction Brabant, en fait, c'était une revue qui aurait dû être éphémère, mais en fait, je l'ai fait pendant 20 ans. Oui, c'est vrai. Donc, c'est assez particulier, parce que dans le domaine, j'ai connu pas mal de fanzines, surtout au début, quand j'ai créé Traction Brabant, qui se sont arrêtés au bout de 2-3 ans de parution. D'accord. Et c'est vrai que moi, par contre, j'avais l'ambition de continuer le plus longtemps possible. Enfin, peut-être pas dès le premier numéro, mais après, je me suis dit, je suis parti pour plusieurs années. Là. Alors, évidemment, moi, parler de l'éphémère, je suis bien embêté parce que je me fais aucune illusion. D'ailleurs, je l'ai bien vu, quand j'ai arrêté la publication, elle tombe dans l'oubli parce qu'il n'y a pas de relais professionnel pour sa diffusion. Hein. Et puis, ça demanderait trop de temps après, pour moi. Et du coup, les poèmes sont de fait éphémères. Alors, j'ai toujours peut-être que c'est un rêve de me dire que sur 20 ans, j'ai cette conception. Déjà, je ne raisonne plus en termes d'auteur, je raisonne en termes d'époque. Je me dis, s'il y a quelque chose qui survit et qui n'est pas éphémère, c'est la vague des auteurs publiés entre 2000 et 2020 dans un ensemble de revues qui sont un petit peu... qui ont des parentés entre elles. Alors c'est vrai que l'éphémère, finalement, moi j'aimerais mieux qu'il ne le soit pas, mais bon, je pense que par nature, un poème aussi est éphémère. Enfin, il est éphémère, sauf qu'on y revient très, très souvent, très longtemps. Puis on dit que les écrits restent quand même. Donc, mais c'est vrai qu'en effet, mais je vois tout à fait l'aspect éphémère dont vous parliez. Et est-ce que vous voudriez, en parlant d'écriture, parce qu'on parle beaucoup d'écriture, ce qui est normal, parce que c'est une émission sur la poésie, est-ce que vous voudriez lire un poème que vous avez écrit aux auditeurs ? Eh bien oui, je peux vous en lire même 3. Ah c'est super, allons sur 3. Alors, juste un petit commentaire, j'ai essayé de faire en sorte, parce que j'ai cherché... Je mets 3 époques d'écriture qui ne sont pas forcément... parfait. Elles ne sont pas immédiates les unes derrière les autres. Mais je veux dire, voilà, c'est plutôt réparti. Tout à fait, c'est ça qui peut être intéressant, justement. Le fait que ce soit sur plusieurs époques d'écriture. Donc là, c'est pas au début, j'écrivais déjà depuis une dizaine d'années, mais c'est un poème qui est... En fait, je l'ai écrit, c'était une sorte d'hommage à ma mère, à ce dont je sais de sa vie. Hein. Ma mère est toujours en vie, d'ailleurs. Hein, c'était un hommage à quelqu'un de parfaitement vivant. Et je sais, comme elle m'avait parlé de sa vie de jeune fille, sa vie de fille, c'était bien différent d'aujourd'hui. Donc j'ai écrit un poème sur ce thème-là de manière assez spontanée. C'était en 2000, quelque chose comme ça. Donc je vais vous le lire. D'accord, très bien. Petite énigme pour la liberté. Ma mère chantait pendant la guerre. C'est si facile d'être une héroïne au fourneau. Ma mère chantait et des cadavres sortent brûlés du four. Dans l'arrière-cuisine des refrains, il faut un père. Dieu à la tâche pour achever de détruire tous les espoirs. Pourtant, la voix continue à passer au large de la cuisine où ma mère chantait, toujours là à reprendre sa jeunesse, à l'intérieur de la maison immobile, dans laquelle
les voleurs entrent la nuit, avec l'espoir de capturer des mélodies à portée de l'âme lorsque l'air libre existe encore. Très beau, très très beau. Et puis en plus de ça, il y a cet aspect, la mère et puis le père, la guerre. C'est... Je l'avais lu, vous me l'aviez envoyé, il me semble, je l'avais lu. Oui. Très beau poème, oui. Et voilà, c'est le reflet d'une société aussi. C'est ça, tout à fait. Alors évidemment, c'est imagé, c'est là où je dis que j'aime bien les images visuelles, des images peut-être un peu dures, mais ça recouvre une réalité. Oui, tout à fait. Alors le deuxième poème que je vous proposais de lire, c'est un peu différent, mais bon, j'en dis quelques mots. C'est extrait d'un recueil qui s'appelle Un monde très sportif, qui a été publié par un éditeur, l'Eliodi, qui est à Strasbourg. D'accord. Et ce texte-là a été écrit en 2007, donc quelques années après. Alors là, si je vous le lis, c'est parce que je parle justement un peu de sport. Et souvent, la poésie, le sport, c'est des domaines qu'on dirait un petit peu antithétiques. Oui, quoi. Tout à fait, en dichotomie un peu. Voilà, ouais, tout voilà. à fait. Et donc là, dans ce recueil-là, j'ai écrit pas mal de poèmes où je montre un petit peu le sport. Quoi. Alors là, je parle du vélo, voilà, par exemple. Je pédale comme un fou, au bord de la courbe du goudron, sur ce gâteau que les pneus jamais n'entament. À force de la regarder, la courbe s'incurve de plus en plus et je me colle au guidon, je m'accroche à la paroi du vélo pour annuler le mirage de l'infini. Sentir s'aplatir les traces du temps sur mes fesses. Les ciseaux du vent coupent mon corps et je glisse en m'endormant dans l'espace où les larmes ne respirent pas. Merci Patrice, merci. Et puis, je voulais vous lire un dernier texte. Je parlais tout à l'heure de sobriété, alors bon, c'est une sobriété peut-être relative, mais là le texte a été écrit en 2020, il a été publié en revue. Et ça fait partie des extraits que je vous ai envoyés. Oui. C'est un texte qui s'appelle « Tu as sans doute trouvé le secret ». Il n'a pas de titre. Tu as sans doute trouvé le secret à toujours vouloir te situer entre les deux eaux de la tristesse et de la joie. Dans cet espace, il existe une zone à peine plus épaisse qu'une feuille de papier. Si tu essayes de t'enfiler hors de ces apparences, tu auras la chance de voir des choses que tu te ficheras de connaître en dernier. Une contrée globuleuse aux limites imprécises se prépare à t'accueillir. Ne crains pas de t'y retrouver seul et, qu'importe si c'est un désert de l'amour, puisque les choses n'ont plus de poids, qu'elles s'inversent d'une seconde à l'autre, spectacle de l'irrationnel, calculé selon tes dimensions, une mort pour toi, avant l'autre, qui efface toute la vie. C'est très... merci beaucoup, c'est très symbolique. Enfin, il y a pas mal justement, on parlait d'images, etc. Ça, c'est ce genre de poème, ça me touche beaucoup. Enfin, voilà, une mort pour toi avant l'autre. C'est bon, après, comme on disait au téléphone, la poésie... c'est ça je trouve qui est fort avec la poésie, c'est que ça peut, par exemple, ça peut me parler, ça peut parler à Baptiste, et Baptiste, je suis sûre qu'il a compris autrement le poème que moi, et c'est ça qui est fort. Donc je vous remercie d'avoir lu ces 3 textes pour les auditrices et les auditeurs. Je trouve que c'est toujours des moments très importants, des moments un peu hors du temps que la poésie nous amène, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que dans cette société on va vite, on fait plein de choses très très vite, et c'est sûr que voilà. Donc, et en plus de ça, c'était vraiment sur 3 périodes de votre vie. Voilà. Oui. Une période de 20 ans au total, quoi. C'est ça. Donc on voit... et là, donc, c'est vrai que vous parliez de simplicité tout à l'heure, sur justement votre écriture d'aujourd'hui. Et là, je trouve que le dernier, il est vraiment... les autres aussi, mais il peut... là, les phrases, elles parlent vraiment tout de suite. Enfin, c'est... Oui. Mais en fait, c'est pas je me lève un matin en me disant maintenant je vais écrire des poèmes simples. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, tout à fait. On s'en doute, mais je veux dire peut-être que les apprentis poètes diraient non. C'est ça, non, c'est pas une méthode. Ah non, c'est pas une méthode, c'est sûr. C'est-à-dire je me suis rendu compte d'ailleurs de ça ces derniers temps, parce qu'il y a 3 mois de ça, il y a un copain qui m'a demandé des textes et j'écris très très peu maintenant. Oui. Et je me dis je veux essayer de lui écrire quelque chose, parce que des fois c'est vrai que quand quelqu'un aussi,
la poésie, c'est aussi la sympathie. Quand on a des acolytes sympathiques, avec qui on s'entend bien, on se dit, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, d'écrire parce que la personne en face m'intéresse, parce que je m'entends bien avec, quoi. Oui. Et je dis, bon, allez, j'ai pas trop le temps, mais je vais quand même lui écrire quelque chose. Puis du coup, en relisant ce que j'avais écrit, je dis, mais c'est fou, maintenant... j'arrive presque à... Enfin, c'est des choses de toutes qui paraissent comme ça banales. Je me dis, mais zut, c'est fou, j'écrivais pas comme ça dans le temps. Et ça me fait penser à quelque chose parce que là, moi, je suis vraiment, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment heureuse parce qu'on accueille des rappeurs, des rappeuses, des slameurs, des slameuses, des gens qui ont écrit des recueils comme vous. Et j'accueille aussi des gens qui écrivent de la poésie avec que des rimes, des gens qui écrivent de la prose. Et chacun a un peu... Alors c'est vrai que la poésie, il y a une définition, il y a plusieurs définitions toutes faites si on fait une petite recherche sur Internet ou dans un dictionnaire, mais par exemple, vous, ça serait quoi votre définition de la poésie ? Votre conception de la poésie, comme on disait d'ailleurs au téléphone. La poésie, il y a plein de gens qui ont essayé de la définir, personne n'y est encore arrivé. Et moi, en fait, pour moi, la poésie, elle est plurielle. Bon. Mais moi-même, je dis pas... Enfin, ça m'arrive de le dire quand quelque chose me plaît pas. C'est vrai, je dis c'est pas de la poésie. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a poésie, il y a plusieurs conditions. Et c'est pas des conditions, cumulatives. C'est des conditions qui sont plutôt alternatives. Alors, la poésie, j'ai quand même eu l'occasion d'y réfléchir. Tout d'abord, pour moi, c'est la musique. D'accord. L'exemple classique, c'est celui des poèmes de Verlaine. Une musique. Ça s'entend. Quand on écrit souvent à l'oreille aussi. Moi, j'écris beaucoup à l'oreille parce que j'aime beaucoup écouter la musique et je pense que ça influence sur ma manière d'écrire aussi sans que je m'en rende compte. Et donc, j'aime bien, je dis des fois, ça sonne pas bien. Donc, c'est comme si on composait, qu'on écrivait une partition. Bon. Alors, pour moi, en premier, ça serait ça. Si jamais une hiérarchie, ce qui est poétique, c'est quelque chose qui est musical. Bon. Après, la deuxième chose, ça serait les images visuelles. C'est celle qui... Alors là, les images visuelles, c'est plus délicat parce que, pour le lecteur, parce qu'évidemment, les images, elles parlent ou elles parlent pas. Donc c'est peut-être quelque chose de moins universel, mais il faut voir les choses. C'est un petit peu comme Rimbaud qui s'était fait voyant. Quand on est lecteur de poésie, on doit se faire voyant de ce qu'on lit, quoi. On doit parfois. Et là, la poésie qui est superbe, pour ça, c'est la poésie surréaliste. C'est vraiment c'est fantastique. Si on lit Les Champs magnétiques de Philippe Soupeau et d'André Breton, là, on a un éclatement d'images visuelles. Ça, c'est du bonheur aussi. Et ça, c'est pour moi de la vraie poésie. Oui, il faudrait vraiment que je me replonge dans tout ce qui est André Breton, etc. Parce que j'ai fait des études de lettres, donc c'était vraiment dans mes études de lettres. Et c'est vrai que j'ai jamais lu personnellement. Et il faudrait que je me replonge là-dedans parce que j'ai vu une émission sur le surréalisme et c'est passionnant, quoi. Donc... Voilà, j'invite les auditrices et les auditeurs et moi-même à lire du surréalisme, mais aussi à Baptiste. Baptiste qui est là dans toutes mes émissions en ce moment. Comment vas-tu, Baptiste ? C'est vrai que je t'ai pas, je t'ai pas donné la parole. Donc Baptiste qui nous accompagne à la technique encore aujourd'hui, donc merci Baptiste. Mais merci à vous. Voilà. Et donc là c'est bien parce que du coup tu as plusieurs formes de poésie là depuis 3 émissions. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc Baptiste, tu seras presque un fin connaisseur de la poésie à la fin. C'est ça. Donc c'est super. Non mais c'est vrai que ça me donne envie. Et Patrice, on va revenir à toi. Vous avez créé le Citron Gare. Donc c'est votre maison d'édition en 2012. Oui. Et vous parlez de tremplin justement, de tremplin pour les auteurs. Oui, je suis totalement suicidaire parce que le milieu de la poésie, c'est un milieu c'est un réseau. Oui. C'est comme le problème dans notre société, c'est que tout est affaire de réseau. Quand on est dans un réseau, tout le monde se connaît. Oui. Puis, sitôt qu'on a tourné le coin de la rue, plus personne ne connaît rien à rien. Hein. Oui. Donc, la poésie, c'est un réseau ultra minoritaire, mais en même temps, moi, je dis des fois aux jeunes auteurs qui viennent me trouver, je dis, vous savez, il y a 68 millions de poètes en France. Hein. Oui. Mais on en est presque là, parce que j'exagère, évidemment, mais plein de gens écrivent. Et on se découvre qu'il y a beaucoup de poètes, mais des fois peu de lecteurs. Mais... je suis suicidaire, oui, parce que là où je voulais en venir, c'est que la poésie, ça doit être un petit milieu, très très peu. Voilà, c'est pas un milieu majoritaire, c'est pas ce qui intéresse le plus de monde, ça intéresse moins de monde que le foot. Hein. Mais la poésie, c'est comme partout,
les professionnels de l'édition en poésie vont éditer les gens qui sont déjà édités. Oui, ça Logique. c'est vrai. Parce qu'ils disent, bien sûr, il a vendu un livre, maintenant il est connu, je vais l'éditer. Pourquoi ? Parce que je veux vendre des livres. Hein. Alors évidemment, ça dépend comment on envisage l'édition. Si l'édition est une entreprise, bien entendu, on peut comprendre que l'éditeur il a envie d'en vivre. Alors ceci dit, en poésie, un éditeur qui édite que de la poésie, je pense pas qu'il puisse vivre aujourd'hui. Oui, hein. je Même, pense. Ouais. c'est des collections en fait. Hein. Alors après, il est obligé d'éditer autre chose. Voilà. Alors le principe du Citron Gare, c'est effectivement, c'est associatif. Hein. C'est une association. Et donc, le but du jeu, c'est pas de générer des revenus, c'est déjà d'arriver, on soit déjà à pouvoir rentrer dans ses frais. Et encore. Donc, partant de là, c'est vrai que ça laisse un petit peu plus de liberté. Et moi, sur le fond des choses, effectivement, je préfère éditer des gens qui n'ont pas beaucoup édité. Parce que je trouve que c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin d'être éditées. Oui, voilà, pour leur donner une chance. Tout simplement. Voilà. Alors après, parfois ça marche. Ça a pas mal marché avec les gens du Citron Gare. J'ai publié pas mal de premiers ou seconds recueils. Mais c'est parce que j'avais aussi repéré un style. Hein. Donc évidemment, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Après, tout se mélange. Hein. Il y a des circonstances. Hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous verrez, les styles sont peut-être parfois proches les uns des autres, mais enfin, ils sont quand même aussi fort différents. Et donc, le premier texte que je vous propose, c'est extrait d'un recueil qui s'appelle 27 degrés d'amour. 27, ça vient de Jet 27, vous voyez, l'alcool. Ah oui, d'accord. Donc c'est ce que je cherchais. C'est Chloé Landriot, c'est une autrice qui vit au Puy-en-Velay. D'accord. Et donc, ça doit être son deuxième recueil, ça. C'était son deuxième recueil, et donc je l'ai publié en 2017. Et donc, il s'agit d'un recueil de poèmes d'amour. Et il n'y a pas plus éculé en poésie que les poèmes d'amour, sauf que là, c'est tellement bien. J'ai trouvé que Chloé Landriot, les poèmes d'amour, pour moi, c'était son truc. Oui, voilà. Et puis les poèmes d'amour, c'est vrai que là, ça parle à tout le monde, quoi. On a tous aimé quelqu'un, on aime toujours quelqu'un, voilà. Puis l'amour peut être brutal, peut être à la fois beau, et brutal. Donc non, c'est chouette. On aime l'amour. Dans Zeugma. Je vais tâcher de vous faire partager un texte qui parle d'amour. Super. Rêve. Tu es encore dans mes rêves, car tu es mon compagnon de toujours. Et que celui qui n'a jamais égratigné son amour me jette la première pierre. Tu es encore pour moi l'étranger connu de toujours, et toujours demeurant étranger, et toujours familier du plus profond de moi. Rien n'use apparemment cette nouveauté bleue qui est toujours la même, nouveauté sans surprise, inlassable et pareille à tout lever du jour. Mais il faut bien que je t'échappe, et que tu vives. Si nos torrents jumeaux quelquefois se séparent, à eux fidélité, à nous confiance. Ainsi, tu es encore dans mes rêves, car tu es mon compagnon de toujours, et que celui qui n'a jamais égratigné son amour me jette la première pierre. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, ça laisse sans voix. Baptiste. C'est superbe, j'aime beaucoup. C'est superbe. Vous voyez, quand j'ai vu arriver un texte comme ça, je lui ai demandé en fait le texte, mais je l'avais déjà édité dans Traction Brabant. Voilà, vous voyez, vous dites non, il faut que je l'édite, c'est pas possible. Ah oui, c'est sûr. Et comment je sais que j'ai déjà posé la question, mais alors là, je vais parler en termes de quantité. Alors normalement, la poésie, on ne va pas la quantifier, mais par rapport justement, si ça intéresse des gens de se faire publier, notamment peut-être dans votre maison d'édition, donc on rappelle, c'est Citron Gare. Est-ce qu'il y a entre guillemets un quota, j'aime pas ce mot, mais un nombre de poèmes ou un nombre de pages ou pour un recueil? Par exemple. En fait, déjà, j'édite très peu jusqu'à présent. C'est vrai que c'est souvent moi qui contacte les auteurs, mais d'accord. J'édite très peu par manque d'argent, par manque de temps. Oui, tout à fait. En fait, j'édite 2 recueils par an. Ok, très quand bien. Ça va bien. Oui. Ça m'est arrivé d'aller peut-être jusqu'à 3, mais vraiment, c'est le maximum.
Oui, ça coûte forcément, c'est un budget, quoi. Oui, et puis en plus, j'aime bien prendre mon temps, quoi. J'aime bien que ça soit un vrai travail d'édition, discuter avec l'auteur. Oui. C'est-à-dire que je sélectionne les textes, je modifie les textes, je discute quel texte on retient, etc. Intéressant. Donc j'essaye de faire un vrai boulot d'éditeur parce qu'il m'est arrivé d'être édité aussi, d'avoir été édité sans que finalement l'éditeur il regarde vite les textes. Oui. Alors, des fois, on aurait peut-être aimé qu'il donne un conseil peut-être à un moment pour exclure certains textes. C'est vrai. Puis surtout aujourd'hui, il y a tout ce qui est maison d'édition à compte d'auteur, il y a l'auto-édition, il y a les maisons d'édition classiques, mais c'est vrai qu'en fait, on s'y perd un peu, quoi. Oui, l'auto-édition est largement préférable à l'édition à compte d'auteur, puisque dans l'édition à compte d'auteur, on paye le salaire de l'éditeur. Oui. En résumé. L'auto-édition, ça peut être bien parce que ça oblige à chercher à s'améliorer dans son écriture. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, au final, c'est nous, dans l'auto-édition, quelque part, j'en ai jamais fait, moi encore, mais ça m'intéresserait peut-être. Mais dans l'auto-édition, on est obligé aussi, oui, de bien se relire. On peut demander aussi à d'autres personnes de se corriger, etc. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être peut-être plus intéressant pour des jeunes auteurs qui aimeraient se mettre à la poésie. Patrice, il me semble que vous avez encore 2 textes à nous lire, c'est ça, après le texte sur l'amour, qui était très beau. Et bien là, c'est un grand écart. C'est pas pour ça que c'est du désamour, forcément, mais c'est un recueil que j'ai édité en 2019 qui s'appelle « J'entends des voix » de Julien Boutreux. D'accord. Alors, c'est un auteur qui vit du côté de Tours. Ça aussi, pour dire, je fais pas obligatoirement dans le régionalisme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je publie les auteurs de partout, de toute la France. Super. Alors là, je vais pas vous décrypter le poème parce que c'est pas le but. Simplement vous dire que pour moi, la poésie aussi, ça peut être des fois une poésie de situation. C'est ce que j'appelle la poésie de situation. L'écriture en apparence paraît beaucoup plus prosaïque, on va dire. Mais c'est la situation qui est poétique. Et donc pour moi, ça aussi, c'est un poème. C'est vrai que je demande pas souvent ça, mais comme en fait, j'aime beaucoup moi la lecture de poèmes, est-ce que ce serait possible, Patrice, que je puisse lire en fait les 2 autres poèmes? Ça serait super. Sans aucun problème. J'adorerais parce que en plus de ça, il m'a l'air vraiment intéressant ce poème, sachant que vous m'aviez dit qu'il était vraiment différent de l'autre, et donc on va le découvrir tous ensemble, et c'est moi qui vais faire la lecture. J'ai un métier vachement cool. Je monte à la place du passager, dans des véhicules pris au hasard, arrêtés au feu rouge. Je ne prends jamais le volant. Je préfère parler aux conducteurs, que je ne connais pas. Je leur tiens compagnie. Leur parle du jour de leur mort, et aussi d'avant leur naissance. De leur raison d'être ici plutôt qu'ailleurs. D'être maintenant plutôt qu'une autre fois. En général, ça les intéresse. On discute un certain temps. Ils en oublient souvent de repartir au feu vert, et quand ça klaxonne un peu trop derrière, je prends congé. Je descends. Je m'en vais. Le conducteur aussi s'en va. Parfois à pied. Un vague sourire aux lèvres. Quelque chose de retrouvé hors des sentiers. D'une existence qui semblait toute tracée. De mon côté, je parle déjà à quelqu'un d'autre. Rencontrer un autre carrefour. J'enchaîne. Je perds pas de temps. Il y a tant d'âmes errantes sur la voie publique, par les temps qui courent, qu'il faut avoir la flamme pour faire ce que je fais. La tenir allumée, la faire passer. En fait, c'est intéressant de pouvoir lire parce que c'est vrai que, alors, chères auditrices, chers auditeurs, c'est vrai que nous sommes à la radio, donc vous ne voyez pas comment est fait le poème, mais alors en plus moi qui ai fait du théâtre, j'ai vraiment ça fait un peu théâtral dans le sens où souvent quand on lit de la poésie, quand on change de vers, il y a une majuscule, et là c'est vrai qu'il y a que des minuscules. Et en fait, on pourrait le lire d'une traite. Ça qui est intéressant, on pourrait le lire vraiment d'une traite, le poème. On pourrait le lire vers après vers. Il n'y a pas de virgule non plus, il n'y a pas de ponctuation. Donc, c'est ça qui est chouette. On pourrait même le jouer. C'est un peu oral. Et voilà, je trouve que dans la forme, il est très intéressant. Et en effet, il est différent aussi. Et c'est bien qu'on ait des poèmes différents comme ça à lire. Et donc, il y a un deuxième poème. Est-ce que je lis avant et vous m'en parlez après, Patrice? On peut faire comme ça, petite découverte. Toi et ta petite vie tellement parfaite. Je pourrais te haïr, maman. Ce serait si facile de te haïr quand tu es assise là, tellement parfaite, sur ton sofa crème avec des étagères sans aucune trace de poussière, un cake aux pommes
encore tiède. Un pot de café, des tasses, en porcelaine diaphane. Et tes sourires lisses comme dans les magazines, tes jolis vêtements, tes ongles peints, les gros yeux que tu fais en entendant des gros mots dans la bouche de tes enfants. Ta bonne humeur inaltérable dont je devine la source quelque part, au creux de ta poitrine magnifique. Mais il y a cette ombre, planquée sous tes paupières, planquée sous le maquillage, planquée sous la surface brillante de ta petite vie, tellement parfaite. Oui, je pourrais te haïr, ce serait si facile, sans cette ombre minuscule. Ouais, celui-là en plus il est pareil, hein, Bon, dans la forme, oui, c'est la même forme que le poème de tout à l'heure, mais ouais, il est poignant. Je pense que c'est le terme adéquat. Alors, ce poème-là est extrait d'un recueil qui s'appelle « Sous les fleurs de la tapisserie » de Marlène Tissot. Alors, je continue mon tour de France, hein, elle vit dans la Drôme. D'accord. Là, pour le coup, le recueil a obtenu un prix auteur en 2015. C'est-à-dire que l'autrice a reçu une somme d'argent pour ce recueil-là. Ça s'appelle le prix Copeau. C'est un prix qui a été décerné par la Maison de la Poésie d'Ormans. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça s'entend, mais pour moi, ça s'entend en tout cas. J'ai publié ce recueil, j'ai publié Marlène Tissot. C'est une autrice que je connais parce que j'ai été soit publié en même temps qu'elle, soit parce que je l'ai publié dans Traction Brabant. Ce que j'aime dans son écriture, c'est qu'il y a de la rage. Oui. Et donc voilà, je parlais de la lame de fond tout à l'heure, là on l'entend la lame de fond. Ouais. Et donc il y a quelque chose qui résiste. C'est vrai. Et c'est pas une résistance forcément politique, c'est une résistance de l'être. Oui, tout à fait. Et voilà ce que j'aime dans l'écriture, moi c'est la force. En même temps on entend la rage et on peut avoir plusieurs lectures. Une écriture précise. C'est ça, et puis on peut avoir plusieurs lectures. Là en plus comme là je viens de le découvrir ce poème. Et puis forcément, quand on lit une première fois, on n'a pas toutes les clés en main, etc. Et je suis sûre que je le relirai 2 jours après. J'aurai une autre lecture, en fait, une autre compréhension du texte. Et oui, il est puissant. Hein. Ils sont tous les 3 puissants. Ouais. Évidemment, ce texte-là, le dernier, il peut parler à un certain nombre de personnes. Voilà. Oui, parce que c'est des situations du quotidien qu'on retrouve fréquemment. Merci Patrice de m'avoir laissé lire ces 2 poèmes. Et puis, on n'a pas forcément l'occasion... c'est vrai qu'on écoute beaucoup et d'ailleurs oui les auditrices et les auditeurs alors si ils peuvent lire les poèmes s'ils achètent ils sont toujours commandables sur le site internet. C'est super, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet du Citron Gare et comme ça vous pouvez acheter différents recueils, hein, pas que ceux-là mais il y en a plein et avec des poésies très différentes et donc voilà, comme ça vous pourrez les lire parce que c'est vrai qu'avoir un poème sous les yeux c'est pas mal non plus. Donc c'est chouette, merci Patrice. Et justement, le fait d'avoir édité ces autres auteurs, est-ce que ça a influencé, alors soit votre manière d'écrire ou alors ça a changé votre vision de la poésie? Le fait d'avoir cette pluralité de la poésie en fait. Ça m'a fait énormément de bien. C'est comme quand j'ai édité Traction Brabant, parce qu'au bout d'un moment, le pire danger qui puisse arriver quand on est auteur, c'est que, et ça arrive assez fréquemment, c'est qu'à la fin, surtout quand on a, entre guillemets, réussi quelques petites choses, on a tendance à s'imiter soi-même. Et on rentre dans une... C'est ce que j'appelle... c'est normal, on a un cerveau fabriqué d'une manière, précise. On a un mode de pensée qu'on a toujours. Et donc, en fait, quand on écrit, on tombe dans les mêmes ornières. Je vois, quand j'écrivais à une époque, je sentais que je revenais tout le temps dans les mêmes choses, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un ennui à un moment de sa propre écriture. Et donc, quand j'édite les autres personnes, je me dis une chose très simple. Je me dis, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. J'y avais pas pensé. Bien sûr que je veux dire, les situations, je peux très bien les comprendre, mais j'aurais pas forcément pensé amener les choses comme ça, de cette manière-là, dans mon écriture. Et donc, mais là, je reste complètement... je suis pas totalement dehors de l'écriture, puisque j'édite la personne, mais d'un autre côté, je reste derrière, quoi. Je le sens parfaitement. Je dis, là, je m'occupe d'un auteur ou d'une autrice. Et là, il faut vraiment que je promeuve sa manière d'écrire, sa manière de penser. Et donc, je me dis, chouette, c'est astucieux, ça, j'y avais vraiment pas pensé, et ça me fait du bien. Je me dis, c'est une écriture, c'est agréable de voir d'autres écritures, et quand c'est efficace, je me dis, oui, là, la personne, je pense qu'elle a trouvé quelque chose, voilà. Ouais.
Ouais, c'est super intéressant. Bon, là, on arrive bientôt. Bon, il y a encore quelques petites questions, mais bientôt, malheureusement, à la fin de l'émission. Mais Patrice, moi, j'ai encore envie de vous garder un peu. Donc, je vais encore vous poser des petites questions quand même. Et justement, on parlait de la poésie. Là, pour vous, c'est un peu un art de vivre, quelque part, la poésie. Mais on disait justement que c'était pas forcément, en tout cas en tant qu'éditeur, c'était pas forcément, en gros éditeur, c'était pas forcément vendeur, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'éditer des romans, etc. Est-ce que selon vous, la poésie est un art en marge ? Et si oui, comment le vivez-vous ? Est-ce que c'est pas grave d'être en marge ou... Alors la poésie, pour moi, a toujours été un art en marge, parce qu'on dit souvent l'exemple, moi je n'ai pas des connaissances particulières, je n'ai pas fait d'études sur ça, mais on sait que, pour reprendre l'exemple de Rimbaud, c'est un petit peu comme une métaphore filée, mais c'est vrai que Rimbaud, le seul livre qu'il a publié, c'était un conte d'auteur, c'était Une saison en enfer. Les autres, il les a jamais publiés lui-même, il n'était pas à l'initiative de l'édition. Et je crois qu'il en a vendu qu'un seul, mais il en a même vendu aucun exemplaire. Il a récupéré son exemplaire et tout le reste, on pensait que c'était parti au pilon. Puis un jour, on a redécouvert les exemplaires d'une saison en enfer. Donc, c'est un petit exemple, mais au 19e siècle, la poésie, c'était que du conte d'auteur. Oui. Donc, je pense que la poésie a toujours été à la marge. Et donc, elle l'est aujourd'hui, elle l'a toujours été, elle le sera demain. Je ne pense pas que les choses vont évoluer de manière significative. La poésie, je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui acquiert de la valeur quand il y a une guerre. Je pense toujours à l'exemple de Robert Desnos, de gens qui ont été dans les camps de concentration, qui se sont raccrochés à la poésie parce qu'ils connaissaient des poèmes par cœur. Ça leur a juste permis de survivre, parfois. Au moins un temps plus ou moins long, plus ou moins court. Donc je pense que la poésie, ça sera toujours en dehors de ces cas-là. Et j'aimerais bien qu'une ne se reproduise pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la marge, il y a beaucoup de place dans la société pour les marginaux en fait. Alors les marges de liberté peut-être se rétrécissent, mais bon, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver sa petite place. Oui, c'est sûr. Ouais, et puis finalement, être fou dans cette société, c'est plutôt pas mal, je pense quand même. Être considéré comme marginal. Qui est le fou ? Qui est le fou finalement ? C'est ça. Et donc, alors, 2 petites questions de fin, puis après on part sur un petit jeu. Comme là, il y a quand même plusieurs années de poésie, donc vous êtes poète, vous êtes éditeur. Comment vous envisagez la suite ? Continuer l'édition, continuer la poésie, transformer tout ça en, je sais pas, en un film, voilà. Est-ce que vous avez un rêve ou continuer déjà, à faire ce que vous faites. Je veux dire simplement les choses. Continuer, oui, je souhaite continuer les éditions et j'ai d'ailleurs un projet là qui doit prochainement aboutir d'édition. C'est un recueil engagé, on va dire, là pour le coup. Ouais, c'est peut-être un de ceux qui sont les plus engagés dans les éditions du Citron Gare. C'est une autrice. Que je vais bientôt éditer, donc sur lequel je suis en train de travailler sur son texte. Et donc, ce texte, il a un thème qui est vraiment d'actualité. Il évoque les addictions aux réseaux sociaux et à Internet. Oui, c'est donc d'actualité, ça. L'écart avec la réalité, et le fait de ne plus pouvoir se passer d'un écran. Ouais. Et c'est peut-être un... Enfin, je ne sais pas comment dire les choses. Ce qui m'a séduit dans ce texte-là, c'est que pour moi, parce que j'en ai assez aussi des fois des textes... Ça, c'est un reproche que je fais à la poésie de manière générale. C'est pas nouveau. Oui. Quand on lit certains poètes, j'ai rien contre le classicisme dans la forme. Mais on a l'impression que les gens, ils vivent au 19e siècle. Quoi. Alors ça me plaît pas beaucoup parce que je me dis, bon sang, avec tout ce qui se passe, ici, il y a toujours des choses qui se passent, mais dans une planète où il y a de plus en plus de personnes, j'ai l'impression que des fois, on reste dans son monde et qu'on n'en sort pas. Et là, ce qui m'a plu dans ce texte-là, c'est qu'immédiatement, j'ai vu que c'était quelque chose d'actuel, quoi, un vrai problème de société. Et là, j'ai dit tout de suite, rien que pour ça, oui, déjà, je veux éditer. Alors évidemment, le texte a plein de qualités d'écriture, mais il montre surtout cet enfermement dans le milieu virtuel. Voilà, donc ça, c'est un texte qui doit sortir prochainement, je dirais dans un mois, si tout va bien. Ah, d'accord, très bien. Donc voilà, ça sera le prochain texte des éditions du Citron Gare. D'accord, on sera bien attentif. Est-ce que vous avez donc Alors, vous avez un site internet, mais est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels les auditrices et les auditeurs peuvent aller ?
Alors, bon, le premier, c'est le blog. Alors, c'est un simple blog Blogspot. D'accord. J'ai aussi... les éditions existent à travers par Hello Asso. Hein. Mm-hmm. Donc, effectivement, si on veut commander le recueil, le plus simple, c'est par Hello Asso. D'accord, très bien. Donc, les recueils, ils sont répertoriés. Après, il y a une page Facebook. Mm-hmm. Donc Citron Gare, c'est ça la page oui, les Citron Gare édition, je crois, de mémoire. D'accord, très bien. Et puis il y a une page Instagram qui est pas qui est pas forcément toujours mise à jour, qui s'appelle le Citron Gare. Oui, d'ailleurs, pourquoi Citron Gare ? Parce que au départ déjà, je voulais appeler les éditions le Citron Noir, et puis il y avait un nom qui était un petit peu avoisinant sur autre chose. Et donc, du coup, c'est comme ça que au départ, je voulais les appeler. Parce que c'est le terme d'acidité et en même temps de noirceur. Le texte assez sombre. D'accord. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule parce que je trouvais que c'était quand même assez proche de noms d'éditions qui existaient à l'époque. Et donc, j'ai appelé les éditions Citron Gare. Mm-hmm. Alors là, y a toujours le citron, il y a toujours l'acidité. J'ai gardé l'acidité. Ouais. Par contre, la gare, c'est la gare de départ. C'est la gare de départ pour l'auteur. Ah oui, c'est ça. Par exemple, puis vous voyez... ça évoque les voyages, en effet. Ça évoque les voyages, et pour l'auteur, par exemple, Marlène Tissot, elle a eu un prix. Son recueil a eu un prix. Donc c'est un départ pour la suite poétique. Voilà, parfois, ça fonctionne bien comme ça. Super. Et si vous devez définir votre parcours, mais en une phrase, comment le définiriez-vous ? C'est dur à dire. Je vais prendre des cours de diction. Je définirais mon parcours comme celui d'une passion continue. Voilà, depuis 35-40 ans. C'est beau. Voilà. Et comme un passeur aussi, en tout cas un passeur de passion. Enfin, vous la donnez aux autres aussi. Oui, une continuité, on va dire totale pour le coup. Ah, c'est super. Très bien. Alors, petit jeu de fin. Donc, j'ai quelques citations de poètes. Et à travers ces citations, vous allez me dire dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Oui. Vous êtes prêts ? Oui, je vais essayer. Hein. Alors, la vraie vie est absente, d'Arthur Rimbaud. La poésie est une hésitation prolongée entre le son et le sens, Paul Valéry. Je suis né troué, Henri Michaud. Dire toute la vérité, mais la dire de biais, Emily Dickinson. Bon, donc, évidemment, j'hésite, je me retrouve à travers plusieurs phrases. Oui. Alors bon, je triche peut-être un peu, mais bon, la première phrase dans laquelle je me reconnais le plus, c'est évidemment, comme vous l'avez peut-être compris, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, c'est celle de Rimbaud, la vraie vie est absente. Ouais, la vraie vie est absente. Ça, c'est évident, ça me parle comme une évidence. Ok. La deuxième, c'est celle d'Henri Michaud, Je suis né troué. Ouais, elle est belle celle-là, je trouve, Je suis né troué. Ouais, voilà, parce qu'il faut remplir un peu les trous. Donc j'hésite un petit peu avec une petite prééminence pour celle de Rimbaud, mais ça se joue pas à grand-chose. Ouais, Rimbaud le GOAT, comme diraient les plus jeunes. Oui, non, mais vous avez raison. Et Patrice, je vous laisse quand même le mot de la fin, parce que c'était vraiment une très très belle émission en votre compagnie, et on a appris plein de choses, et c'est toujours riche en fait de faire cette émission, et moi je suis vraiment très émue. De recevoir des gens aussi différents, justement des gens qui ont des plumes plurielles, comme vous aimez si bien le dire. Est-ce que vous avez un petit mot, déjà peut-être qu'on a oublié de dire des choses, petit mot de la fin en tout cas? Oui, si, j'ai une chose que je dis souvent d'ailleurs, j'espère déjà à travers cette émission vous avoir communiqué ma passion pour la poésie. Ah bah oui, alors moi elle était déjà existante, mais elle est décuplée. Après, il y a une chose aussi que je veux dire. La poésie, c'est ce que je dis toujours, c'est un livre. Moi, j'ai un contact tactile avec les livres. C'est du papier, c'est des mots dans un livre. Mais comme je dis souvent, je me dis, comme je le dis souvent dans plusieurs circonstances, si c'est que des mots, je me casse tout de suite. Hein. Je vous dis, si c'est que des mots dans un livre, pour moi, on est passé complètement à côté de ce que c'est que la poésie. La poésie, pour moi, c'est effectivement, il y a l'aspect tactile, mais justement, ça, c'est réel. Mais c'est de la vie.
C'est-à-dire que les mots qui sont là-dedans, je les touche, certes, ça c'est un premier contact réel, mais ils ne doivent pas rester comme des mots en tant que mots. Hein. Si c'est des mots, je vous dis, je me casse direct, ça ne m'intéresse pas. C'est de la vie, c'est de la réalité. Voilà. Alors, c'est ce que j'essaye toujours de faire passer, parce que j'ai l'impression, souvent les gens, ils disent, la poésie, j'y comprends rien, c'est difficile, c'est abstrait. Pour moi, pas. Pour moi, évidemment, il y a certains poèmes qui le sont, ils me plaisent moins, mais pour moi, la poésie telle que je l'entends, c'est une réalité, c'est une incarnation. Voilà. Et c'est peut-être la vraie vie, du coup. C'est la vraie vie. Parce que la vraie vie est absente. Et oui. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Patrice. C'était vraiment très instructif, très émouvant, très chouette de vous accueillir, très riche pour nous. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir. Et puis, on reste en contact. Pourquoi pas. Ouais. Merci, Elisabeth, aussi. Alors, c'est vrai que je n'ai pas présenté Elisabeth, mais c'est votre femme avec qui j'ai pu discuter au téléphone. Et c'était super riche aussi, ma rencontre avec elle au téléphone. Donc, merci beaucoup, Elisabeth, de m'avoir permis de rencontrer Patrice, et nous gardons contact parce que c'est super chouette, et en effet vous êtes aussi la bienvenue, n'hésitez pas, et merci beaucoup, Baptiste. Merci à vous. Ouais, et écoute, voilà, peut-être on se retrouvera peut-être dans une prochaine émission, mais en tout cas c'est chouette de t'avoir eu sur 3 émissions comme ça, c'est super, et j'espère que tu vas acheter un recueil de poésie tout de suite en sortant. Ça marche. Non, mais tu fais bien ce que tu veux de ton argent. Mais en tout cas, c'est vrai que la poésie, c'est sympa. Au moins, on sait où on met notre argent. Et merci beaucoup. Donc, c'était Patrice Maltaverne. Il a fondé les éditions Le Citron Gare, donc, où il n'y a que de la poésie et où il met en lumière plein de talents. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux et aussi sur son site internet, sur son blog. Et vive la poésie, continuons d'écrire. Merci à tous, à toutes et tous. C'était Marie dans Zeugma, l'émission 100% Slam, 100% Poésie. Merci, au revoir.